Le sol du hall central du palais de Knossos s'est fissuré pendant la nuit. Non pas à cause d'un tremblement de terre. La fissure partait du bas vers le haut, écartant des dalles de pierre pesant plusieurs centaines de talents, comme on écarte de l'argile humide avec les doigts. Une odeur d'acide et de matière organique en décomposition s'élevait de la faille. Les gardes postés près des colonnes n'eurent pas le temps de battre en retraite. On les retrouve à dos au mur opposé. Le prêtre de garde cette nuit-là n'a noté qu'une seule phrase. Il vérifiait le plafond. La crête a tremblé pendant des décennies. Les secousses ne se manifestaient pas par vagues, comme celles provoquées par les failles tectoniques, mais par coups isolés, profonds et rythmés, comme si une force énorme appuyait méthodiquement sur les voûtes souterraines. Les prêtres en tenaient un registre. Ils ont consigné l'heure, la direction et l'intensité. Peu à peu, ces enregistrements ont permis de dresser un tableau qu'aucun modèle connu de mouvement tellurique ne pouvait expliquer. Le feu était immobile. Elle ne bougea pas, ne dériva pas, ne s'estompa pas. Elle demeura à un point fixe sous le centre de l'île, frappant périodiquement le plafond de son terrier. Les prêtres s'en rendirent compte après 23 ans d'observation. Le 31, ils constatèrent que la source variait parfois de profondeur. Elle remontait. Les enregistrements sismiques, conservés sur des tablettes écrites en linéaire A, couvrent une période de 42 ans. Les traductions obtenues en 2024 à l'aide d'un réseau neuronal basé sur des corpus de type linéaire B ont montré que les prêtres n'avaient pas qualifié les événements de tremblement de terre dès le départ. Ils ont utilisé un signe composé dont le sens littéral peut se traduire par « pulsation des profondeurs ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une classification. Au moment où le conseil décida de construire le palais, les prêtres avaient accumulé suffisamment d'informations pour comprendre l'essentiel. Les secousses se sont intensifiées lorsque l'île a connu des mois de disette, sécheresse, mortalité du bétail et interruption de l'approvisionnement en céréales en provenance du continent. Il s'affaiblissait après de grands sacrifices, lorsque le sang des taureaux coulait dans des fosses creusées dans les fondations rocheuses du palais. Le lien entre alimentation et paix dans la clandestinité était consigné dans des tableaux, avec la même froideur et la même précision qu'un inventaire de récolte. Ce n'était pas une question de religion, mais de logistique. Les prêtres ont recouvert de pierre le trou au centre de la vallée, d'où s'étaient échappés les racides cette nuit-là, et l'ont scellé pendant 3 jours. Aucun des ouvriers ayant participé aux travaux n'a reçu d'explication. Le protocole de construction comporte un symbole standard d'achèvement de contrat à côté de leur nom. La traduction ne permet pas de comprendre la signification de ce symbole dans ce contexte, mais aucun de ces noms n'apparaît dans les documents ultérieurs. La construction du palais a commencé directement au-dessus du gouffre. Les plans architecturaux retrouvés dans la même chambre inondée ne comportent aucune sortie désignée depuis les niveaux inférieurs. Il ne s'agit ni d'une erreur de dessin, ni de page manquante. Aucune issue n'avait été prévue intentionnellement. Le palais n'avait pas été construit pour être habité, mais pour empêcher toute créature vivant en dessous de s'échapper. Et tant que la structure tenait bon, cela fonctionnait. Bien que la structure ait tenu bon, le taureau fut le premier à disparaître. Il ne s'est pas enfui, il n'a pas été volé. L'enclos était simplement vide au matin, et le sol en terre battue à l'intérieur s'était aplati en un cercle lisse d'environ 4 coudées de diamètre. Les bords du trou étaient lisses, comme si la roche n'avait pas été percée, mais fondue. Le berger qui découvrit l'enclos rapporta au grand prêtre que de la vapeur et une odeur semblable à celle des estomacs de bétail abattus, mais beaucoup plus forte, s'en dégageaient. Le prêtre consigna cela dans son rapport. Il ordonna alors de combler le trou et de garder le silence. 3 autres gouffres apparurent en l'espace de 2 semaines, tous situés au centre de la vallée, tous dans un rayon de 500 coudées maximum du premier. Un son provenait de 2 d'entre elles, un bourdonnement faible et persistant que les bergers prirent d'abord pour une source d'eau souterraine. L'un d'eux s'allongea sur le sol et colla son oreille au bord de la fosse. Il se leva, fit 20 pas et s'assit par terre. Il ne dit qu'une chose au prêtre. Le son était irrégulier, intermittent. Il respirait. La créature apparut à l'aube,
au cours du mois que les tablettes minoennes désignent par le signe de l'assèchement des eaux. Elle perça la voûte dans la plaine entre deux collines de pâturage, projetant une colonne d'éclats de pierre et de poussière de chaux visible depuis les murs du palais. Les témoins oculaires interrogés par les prêtres le jour même ont fourni des témoignages qui ont été retranscrits intégralement dans le procès-verbal. C'était blanc, pas comme du calcaire, mais comme un poisson élevé dans une grotte sans lumière. Sa peau est épaisse, plissée et humide. Sa tête, plus grosse que le corps du taureau, est placée bas, et son cou est presque inexistant. Ses yeux sont indiscernables. Il s'est déplacé lentement jusqu'à ce qu'il ait flairé le troupeau, puis il a accéléré. La créature a décimé un troupeau de 17 taureaux qui paissaient dans la plaine en un temps qu'un témoin a estimé être le temps qu'il faut à une torche pour s'éteindre par vent calme, soit entre 10 et 15 minutes. Il ne poursuivait pas les animaux. Il se déplaçait parmi eux par petits mouvements brusques, apparemment sans se fier à la vue. Des témoins ont remarqué que la créature se tournait systématiquement vers l'animal avec une précision millimétrique, une fraction de seconde avant qu'il n'émette le moindre son. Elle pouvait entendre sa respiration. Les prêtres déterminèrent la taille de la créature en la comparant à des objets architecturaux visibles à la même distance. La longueur de son corps, de la tête à la base de la queue, était d'au moins 12 coudées. La hauteur au garrot, lorsqu'il se déplace à 4 pattes, est d'environ 5 coudées. Lorsque la créature se dressait sur ses pattes arrière, ce qu'elle fit 2 fois pendant la chasse, le sommet de sa tête atteignait le niveau du toit d'un bâtiment d'un étage. La masse n'a pas été enregistrée directement, mais les traces laissées dans le sol meuble de la plaine étaient d'environ 4 doigts de profondeur dans la terre dense et humide. En comparaison, la trace d'un taureau adulte dans les mêmes conditions est d'environ la profondeur d'un doigt. Lorsque le troupeau fut décimé, l'animal s'arrêta. Il resta immobile au centre de la dépression pendant une demi-heure environ. Des témoins postés sur les collines ont décrit la scène suivante. Sa tête tournait lentement de gauche à droite. Il inspectait le périmètre. L'un des bergers se trouvait à environ 150 coudées de là. Il raconta qu'à un moment donné, la tête de la créature s'était arrêtée et pointée droit sur lui. Elle ne bougeait pas et ne respirait pas. La créature resta ainsi, la tête tournée vers lui, pendant environ 2 minutes. Puis elle se retourna et disparut dans le gouffre. Elle s'enfonça dans la terre aussi vite et sans effort qu'elle y était apparue, comme si la roche s'ouvrait devant elle. Le gouffre ne s'est pas effondré après son départ. Il est resté ouvert, laissant échapper de la vapeur pendant longtemps. Les prêtres se sont réunis en concile le soir même. Au matin, la décision fut prise de commencer les travaux. Les architectes ont reçu des plans où l'emplacement des fondations était déjà indiqué, précisément au-dessus du gouffre, au centre de la vallée. Ils n'ont posé aucune question. Dans le système administratif minoen, c'était un signe de professionnalisme, ou de crainte. La distinction entre les deux était déjà devenue floue à cette époque. Le premier architecte à recevoir les plans mourut 4 jours après le début des travaux. La notice officielle, dans les documents administratifs du palais, indique comme cause du décès « trouble de l'estomac ». Le second architecte acheva le projet et vécut longtemps. Une différence les séparait. Le second ne s'était pas demandé pourquoi les plans ne prévoyaient pas d'issue de secours aux niveaux inférieurs. La construction du palais de Knossos n'a pas commencé par des fondations, au sens habituel du terme. La première chose qu'ils firent fut de construire une plateforme en bois au-dessus du trou au centre de la vallée, sur des pieux enfoncés dans les fondations rocheuses le long du périmètre de la fosse, à une distance d'au moins 8 coudées du bord. Cette distance n'a pas été choisie pour des raisons de facilité d'utilisation. Le protocole de pose des fondations, conservé dans une série de tablettes traduites, stipule clairement: le pieu, enfoncé à moins de 8 coudées du bord, pénétra dans le sol non pas à la profondeur calculée, mais plus loin, et ne rencontra aucune résistance. Sous la surface, à 8 coudées du gouffre, le sol était vide. Les architectes travaillaient dans un vide dont les limites étaient inconnues. Les sondes descendues par les fosses latérales ont donné l'image suivante.
sous une couche dense de calcaire de 2 à 4 coudées d'épaisseur, commençait un volume sans fond. Les sondes de 20 mètres cubes de long n'ont atteint aucune surface solide. À plusieurs reprises, la sonde, abaissée verticalement, a commencé à dévier sur le côté au bout d'un certain temps. Ce n'était ni dû au courant, ni au poids du câble lui-même. Il fléchissait de manière douce et régulière, comme si une force le tirait horizontalement par le dessous. Les mesures à ces points ont été interrompues et les cavités comblées. Le concept architectural, finalement, développé par les architectes minoens, n'a pas d'équivalent dans les pratiques de construction connues de l'âge du bronze. Au lieu de soutenir le bâtiment sur le sol en dessous, ils ont créé un système que l'on peut décrire comme une charge répartie. Les murs d'enceinte du niveau inférieur étaient construits en blocs pesant chacun de 2 à 4 talents, posés à sec sans mortier, mais avec un ajustement précis. Le poids de la structure était réparti sur la base la plus large possible, englobant l'espace sur 4 côtés et exerçant une pression sur la couche rocheuse autour du périmètre, plutôt que sur le vide. Aucun plafond n'a été construit au-dessus de l'ouverture. Le centre du niveau inférieur du palais est resté ouvert vers le bas. Cette ouverture est indiquée par un symbole particulier sur les plans architecturaux. Dans un premier temps, le réseau neuronal a traduit ce signe par « bouche ». Une analyse plus poussée du contexte des symboles voisins a permis une traduction plus précise « orifice d'alimentation ». Le poids total du complexe palatial achevé, en tenant compte de tous les niveaux, des murs intérieurs, des colonnes, des couvertures de toit et de la décoration intérieure, s'élevait selon les calculs des ingénieurs civils modernes impliqués dans l'analyse des plans, à pas moins de 120 000 talents. Cela représente environ 3100 tonnes métriques. La charge exercée sur les fondations rocheuses autour du périmètre de la rupture était suffisante pour empêcher l'arche de s'effondrer par le bas, sous une force comparable à la pression du corps d'une créature de masse connue. Les architectes avaient fait les calculs avec précision. Ils connaissaient le poids de la créature. Ainsi, au moment où la construction commença, les prêtres avaient déjà pris les mesures nécessaires. Les tablettes traduites ne précisent pas comment. La construction s'est étalée sur plusieurs générations et s'est déroulée sans interruption. Les ouvriers des niveaux inférieurs travaillaient par roulement de 8 heures et ne restaient pas sur place la nuit. Cette règle est consignée dans les protocoles administratifs en tant que norme sanitaire. Cependant, la même section des documents indique que les quarts de nuit ont été supprimés après un incident survenu au cours de la 3e année de construction. Cet incident n'est pas décrit dans les tableaux. Il n'existe qu'un registre du nombre de travailleurs partis le lendemain matin. Il y en avait 7 de moins que ceux qui étaient arrivés le soir même. Aucune fouille n'a été effectuée. Dans le protocole administratif, en face de 7 noms, figure le même signe d'achèvement de contrat que celui des ouvriers qui ont comblé le premier trou. Suite à cela, les quarts de nuit furent officiellement abolis et l'accès au niveau inférieur fut scellé au coucher du soleil par de lourds blocs de pierre, retirés chaque matin par 8 personnes. 8, pas moins. Ceci est également consigné dans le protocole comme étant la norme. Aucune explication n'est fournie. Le premier explorateur a tenté de parcourir les couloirs inférieurs du palais sans corde, revint 2 heures plus tard par le même passage qu'à l'entrée. Il était persuadé d'avoir marché tout droit. Le couloir ne comportait aucun virage à sa connaissance. Pourtant, il se retrouva exactement à son point de départ. Cela s'est produit en 2019, lorsque des archéologues grecs ont procédé à une nouvelle cartographie des niveaux inférieurs de Knossos à l'aide d'équipements modernes. Les résultats de la cartographie sont classifiés. Toute demande de consultation a été refusée sans explication. Le mot « labyrinthe » est d'origine grecque, mais sa racine n'est pas grecque. Les linguistes font remonter ce terme à un substrat pré-grec, probablement au mot minoen « labris », désignant une double hache, qui était l'un des symboles centraux de la culture crétoise. Cette version est esthétique et pratique. Les signes suggèrent une étymologie différente. Ils contiennent un signe composé que le réseau neuronal a translittéré par labu-rein. Dans d'autres contextes, la première partie de ce signe composé désigne la salive. La seconde partie désigne quelque chose de durci, de pétrifié
ou de transformer en pierre. Le mot labyrinthe signifie salive durcie en minoen. Le réseau de passage sous le palais de Knossos et une grande partie de l'île n'a pas été construit par l'homme. Cela ressort de plusieurs sources indépendantes dans les tablettes traduites, mais est énoncé le plus clairement dans la section que les prêtres ont intitulée « Description du monde inférieur ». Les passages présentent une section transversale de forme variable. Par endroits, ils sont presque circulaires, tandis qu'à d'autres, ils sont allongés verticalement ou horizontalement. Leur diamètre varie de 3 à 9 coudées. Les parois sont lisses, sans trace d'outils. La surface est décrite dans le rapport comme semblable à de la céramique cuite, mais plus dure et non poreuse. L'analyse chimique d'échantillons de roches prélevés sur les parois des couloirs inférieurs de Knossos et examinée en 2023 a révélé une teneur anormalement élevée en calcium associée à des composés organiques acides. La structure rocheuse de ces zones diffère de celle du calcaire environnant par sa densité et sa composition. La créature était en train de digérer la roche. Son système digestif produisait une sécrétion acide capable de dissoudre le calcaire et sécrétait en même temps une substance qui, au contact de l'air, durcissait et recouvrait les parois du passage d'une croûte durable. Ce mécanisme est similaire à la façon dont certains organismes marins construisent leurs coquilles en sécrétant du carbonate de calcium. La différence réside dans l'échelle, et dans le fait que la créature a réalisé cela non pas de l'extérieur de son propre corps, mais autour de celui-ci, en creusant un passage dans la roche et en laissant derrière elle un tunnel renforcé. Le réseau de ces tunnels sous la crête s'est formé sur une période que les prêtres, dans leurs calculs, estimaient à plusieurs vies des ancêtres, sans préciser le nombre. L'examen géologique moderne des échantillons donne une estimation différente. L'âge de la sécrétion durcie sur les parois des couloirs inférieurs se situe entre 8 et 12 000 ans. La créature vivait sous l'île depuis plus longtemps que les humains n'y avaient vécu. Le réseau de passage se ramifiait selon un principe que les architectes du palais consignèrent dans un schéma séparé après avoir tenté de le cartographier. Les principaux passages, suffisamment larges pour permettre à la créature de se déplacer, partaient de l'orifice central dans 6 directions. Chaque conduit principal donnait naissance à des ramifications latérales plus petites, elles-mêmes encore plus étroites. Ce schéma évoquait la ramification des vaisseaux sanguins ou le système racinaire d'un grand arbre. D'après les calculs des architectes, la longueur totale du réseau était d'au moins 300 stades, soit environ 55 km de tunnels sous la surface de l'île. Les prêtres ont consigné un phénomène constant dans leurs archives. Une personne pénétrant dans un réseau de passage sans repère se dirigeait inévitablement vers le centre. Non pas parce que l'endroit y était plus lumineux ou plus large. Comme toutes les branches convergeaient imperceptiblement dans une même direction, le système était construit comme un entonnoir. Le gouffre central n'était pas l'entrée du labyrinthe, mais son point d'arrivée. Le lieu où tous les chemins convergeaient. Les prêtres l'avaient compris dès le début. Ils l'avaient intégré à leur système d'alimentation. Il n'était pas nécessaire de livrer la victime à la créature. Il suffisait de la descendre et de la relâcher. Le labyrinthe fit le reste de lui-même. Dans les archives administratives du palais, on trouve une section où les scribes minoens tenaient des registres avec la précision caractéristique de la gestion des réserves de céréales ou du bétail. Colonnes, symboles de quantité, lignes de synthèse périodique. Le réseau neuronal a classé cette section comme des données commerciales dès la première analyse. Après des précisions, il est apparu que les registres ne concernaient ni les céréales, ni le bétail. La colonne de gauche indiquait la période, et celle de droite, le nombre d'unités. L'unité, dans ces tableaux, était la personne. Le métabolisme de la créature fut documenté par les prêtres avec la même froide précision que les enregistrements sismiques. Les observations ont été menées sur plusieurs décennies. Les données ont été compilées dans des tableaux, et les tableaux ont été analysés. Les résultats de cette analyse ont constitué la base de ce que les prêtres appelaient dans leurs documents le « calcul de stabilité ». La logique de ce calcul était à la fois simple et monstrueuse.
La créature se nourrissait de matière organique. Lorsqu'elle n'en consommait pas suffisamment, elle devenait active. Une fois active, elle exerçait une pression sur les voûtes souterraines. Lorsque la pression était suffisante, les voûtes se fissuraient. Alors que les voûtes se fissuraient, le palais s'affaissa. Les fondations se dérobèrent et les colonnes de soutien perdirent leur verticalité. Knossos commença à s'effondrer non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause de la famine qui rongeait les créatures vivantes en dessous. Les prêtres ont établi un seuil minimal d'alimentation par tâtonnement. Cette expérience s'est avérée coûteuse pour l'île. Entre 1923 et 1926, après le début de la construction du palais, l'approvisionnement en bétail fut interrompu à 2 reprises. La première fois, en raison d'une épidémie qui décima la population active de plusieurs villages. La seconde fois, en raison d'un conflit interne qui paralysa l'appareil administratif pendant 3 mois. Les 2 ruptures sont documentées. Les enregistrements sismiques de ces périodes montrent le même phénomène. 18 à 20 jours après l'arrêt de l'alimentation, l'intensité des impacts provenant du sous-sol a commencé à augmenter. Au bout de 30 jours, les impacts étaient enregistrés quotidiennement. Au bout de 40 jours, de nouvelles fissures sont apparues dans la maçonnerie des couloirs inférieurs du palais. Le 43e jour sans offrande, une fissure de 7 coudées de long apparut dans le mur oriental du niveau inférieur. La fissure traversait 3 blocs. Les blocs se déplacèrent vers l'intérieur. L'odeur qui se dégageait de la fissure était la même que celle du gouffre le jour de la première évasion. Le lendemain matin, la fissure s'était élargie à 11 coudées. La créature rongeait les fondations par en dessous. Le seuil minimal d'alimentation établi par les prêtres sur la base de ces observations était d'1 unité tous les 3 jours, lorsque la créature était dans un état calme. En cas d'augmentation de l'activité sismique, la norme a été doublée, jusqu'à ce que le niveau de bruit de fond initial soit rétabli. Les fluctuations saisonnières ont été prises en compte comme une ligne distincte dans les calculs. Pendant les mois froids, lorsque le métabolisme de l'animal était censé diminuer, la norme a été réduite d'1 tiers. Il s'agissait d'une hypothèse, testée par la pratique sur plusieurs générations de prêtres. La question de l'approvisionnement était tranchée au niveau de l'État. La Crète ne disposait pas de ressources internes suffisantes pour maintenir un débit stable tout en préservant la population active de l'île. Le calcul était clair. À raison d'1 unité tous les 3 jours, le besoin annuel était d'environ 120 unités. Avec les dépenses supplémentaires liées aux périodes d'activité accrue, le chiffre réel a atteint 150 par an. Retirer autant de personnes de sa propre population sur des décennies aurait détruit l'île plus vite que les créatures affamées qui y vivaient. La solution a été trouvée dans la politique étrangère. La flotte crétoise contrôlait les routes commerciales de la mer Égée. Les cités-États dépendantes de la Grèce continentale payaient un tribut en marchandises, en métaux et en céréales. Les prêtres proposèrent aux conseillers du roi de réorienter une partie de ce système. Le tribut dû à certaines villes fut revu. Au lieu de grains ou de bronze, elles devaient désormais payer en êtres humains. Jeunes, en bonne santé, sans défaut physique visible. Le protocole d'admission de cette catégorie spéciale d'affluents comprend des critères de sélection médicale, élaborés avec soin par des professionnels. Âge de 15 à 25 ans, absence de maladies chroniques, poids minimum non inférieur à un certain seuil. Le poids minimum était spécifié en unités liées à la capacité de transport d'un bloc commercial standard. Les prêtres raisonnèrent en termes logistiques jusqu'au bout. Athènes en fournissait davantage que les autres. Cela figurait sur une ligne distincte des tableaux comptables, sans commentaire. Simplement les chiffres et la fréquence. 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes, tous les 9 ans, selon une tradition grecque postérieure. Les chiffres réels des tableaux diffèrent de cette version, dans le sens de l'augmentation et de la diminution de l'intervalle. La tradition grecque a complété et structuré ce qui était en réalité un système flexible qui s'adaptait aux besoins de l'animal. Or, les besoins de l'animal n'étaient pas constants. Cela engendra des problèmes d'organisation que les prêtres résolurent en constituant une réserve. Les tablettes traduites n'indiquent qu'indirectement comment cette réserve était stockée et où elle se situait.
Mais un détail de la description des niveaux inférieurs du palais se répète dans plusieurs documents indépendants. Dans les couloirs les plus éloignés de l'aile est, se trouvaient des pièces avec des portes en pierre, qui pouvaient être verrouillées de l'extérieur. Ces portes étaient lisses à l'intérieur, sans poignées ni charnières. Le premier convoi de tribus en provenance d'Athènes arriva au port de Knossos à l'aube. Le navire ne fut accueilli ni par des gardes, ni par des officiels. Il fut accueilli par des prêtres en robes rituelles, munis de balances et de toises. Dès le quai, chaque arrivant était pesé, mesuré, et ses dents et sa peau étaient examinés. Ceux qui ne répondaient pas aux critères furent renvoyés au navire. Leur sort n'est pas mentionné dans les tablettes. Le sort de ceux qui réussirent la sélection est décrit en détail. La procédure de descente fut mise au point par les prêtres avec une précision d'ingénieur et perfectionnée selon un protocole qui demeura inchangé pendant des décennies. L'affluent était conduit vers une fosse centrale, située au niveau inférieur du palais. À cette époque, la fosse était équipée d'une structure en bois munie d'un système de poulies fixées sur une traverse. Une corde passait sous les bras et derrière le dos, formant une boucle qui maintenait le corps en position verticale. On n'utilisait pas de torche dans cette pièce. Les prêtres travaillaient à la lumière de lampes à huile à longue mèche, produisant un faisceau étroit et concentré. La raison de l'abandon des fusées éclairantes n'est pas mentionnée dans le protocole, mais des enregistrements sismiques de la période ancienne indiquent qu'un feu ouvert au niveau du gouffre a autrefois provoqué une réaction venant du dessous. La nature de la réaction n'est pas décrite. Le niveau du cours d'eau a été abaissé lentement. La vitesse de descente était régulée par 2 personnes attachées à la corde. Le protocole exigeait un arrêt tous les 10 coudées et une pause. Pendant une pause, le prêtre, au bord du précipice, posait la main sur la corde et en vérifiait la tension. Si la corde se mettait à vibrer avant l'ordre de la descente suivante, la procédure était accélérée. Si elle restait immobile, il poursuivait l'opération comme d'habitude. La profondeur à laquelle la corde était larguée était indiquée dans le protocole par un symbole de profondeur, correspondant à environ 40 coudées sous le niveau du sol. À cette profondeur, le cours d'eau se trouvait déjà dans un réseau de passage naturel, et non dans la partie construite par l'homme du palais. Une fois libérée, la boucle de corde était débloquée, en tirant sur un cordon spécial situé au-dessus. Après cela, les blocs furent démontés et la fosse scellée par une dalle de pierre d'environ 3 talents. La dalle resta en place jusqu'au prochain cycle d'alimentation. La créature se déplaçait par vibration. Cela a été établi par les prêtres au début de la période d'observation et confirmé à maintes reprises par la suite. Le moindre mouvement dans le réseau de passage engendrait une réponse sismique que la créature percevait avec une précision suffisante pour localiser la source dans l'espace tridimensionnel des tunnels. Les prêtres firent l'expérience en descendant d'abord des charges vides dans la fosse, puis des charges auxquelles étaient attachés de petits animaux vivants. La créature ignora les charges sans animaux. Le poids de l'animal l'attira immédiatement. Un autre protocole décrit une expérience avec un poids attaché à un morceau de viande fraîche, sans source de vibration vivante. La créature ne réagit pas. Il avait besoin de mouvements vivants, créant un schéma de vibration spécifique, distinct des bruits aléatoires de la roche et de l'eau. L'homme, descendu de 40 coudées dans l'obscurité, dans un espace inconnu à l'odeur aigre et sans aucun repère, fit la seule chose qui lui était possible. Il bougea. L'instinct exigeait une issue. Chaque pas sur le sol de pierre du tunnel engendrait une vibration qui se propageait dans la roche, dans toutes les directions. Une créature, située quelque part dans le réseau ramifié de passage, a reçu un signal et a commencé à se déplacer vers la source. Ses propres déplacements dans les tunnels créaient une vibration en réponse que la victime ressentait comme un léger tremblement du sol sous ses pieds. Les procès-verbaux contiennent la seule description de cet instant du point de vue d'un observateur, consigné par un prêtre qui a eu l'occasion d'entendre ce qui se passait à travers les fissures de la dalle située au-dessus du trou. On entend d'abord des pas, rapides et chaotiques. Puis ils ralentissent, puis ils s'arrêtent. Dans ce silence, on entend autre chose.
un son régulier et sourd venu des profondeurs, comme le mouvement d'une grande quantité d'eau sur une pierre, mais sans l'eau. Les pas reprennent, cette fois en courant, puis les sons se confondent en un seul. Le prêtre n'a pas précisé la nature exacte de ce son. C'était le seul enregistrement de ce type. Désormais, aucun prêtre n'était autorisé à s'approcher de la fosse pendant les repas. Le système a fonctionné sans problème pendant plusieurs générations. Les enregistrements sismiques ont révélé un fond calme, ponctué de pics occasionnels, rapidement atténués par des livraisons imprévues. Le palais était toujours debout. Les fondations ont tenu bon. L'île ne s'est pas effondrée. Pour les prêtres, cela signifiait que le système était efficace. Pour les affluents athéniens arrivant à l'embarcadère de Knossos à l'aube, cela signifiait tout autre chose. Parmi les passagers d'un des derniers convois documentés, figurait un jeune homme que les scribes ont désigné dans leurs écrits par un simple symbole. Ce symbole correspondait au nom Thésée. À côté de son nom, le prêtre chargé de la sélection a apposé la marque standard attestant de sa conformité aux critères. Taille, poids, âge, santé, tout était dans les normes. Rien ne la distinguait des précédentes. C'était une erreur. Thésée passa 3 jours dans la chambre de l'aile est avant la descente. Cela ressort des registres qui consignent la consommation d'eau et de pain nécessaire au maintien des réserves des affluents. 3 jours dans une pièce de pierre sans fenêtre, à la porte lisse sans poignée, en compagnie d'autres personnes qui savaient pourquoi elles avaient été amenées là. 3 jours suffisent pour en apprendre beaucoup sur le lieu où l'on se trouve. Thésée comprit l'essentiel. Aucun de ceux qui avaient été descendus dans la fosse avant lui n'était revenu. Cela ne nécessitait aucune explication. Il fallait trouver une autre solution. La fosse contenait 8 personnes. Thésée fut le seul parmi eux à ne pas passer la première journée dans un état que les prêtres décrivaient dans les protocoles comme incapable de se déplacer en raison d'une faiblesse d'esprit. Il s'agit d'un euphémisme administratif désignant l'état d'une personne ayant perdu la capacité de se déplacer de manière autonome en raison du terrorisme. Les prêtres marquaient ces donateurs d'un signe particulier et les transportaient sur des brancards jusqu'à la fosse pour éviter toute attente. Thésée arpentait la chambre, examinant les murs, le sol, la porte, le plafond. Il toucha la pierre de ses mains et écouta. Cela fut également consigné dans le registre d'observation, tenu par le prêtre de service à travers la fente d'observation de la porte. Le 2e jour, Thésée commença à parler aux autres personnes présentes dans la cellule. Le prêtre n'a pas noté exactement ce qu'il a dit, notant seulement que la conversation avait été longue et qu'après cela, plusieurs personnes, auparavant marquées par le signe de faiblesse d'esprit, s'étaient assises et avaient commencé à manger le pain qui leur avait été donné. Le prêtre jugea cette observation suffisamment inhabituelle pour y consacrer une ligne distincte. Il n'y accorda aucune autre importance. Ce fut également une erreur. Le 3e jour, au moment de faire descendre le groupe suivant dans la fosse, Thésée demanda une corde aux gardes. Ni par la porte, ni en criant. Il demanda calmement et d'une voix posée lorsque la porte s'ouvrit pour lui apporter de l'eau. Le garde refusa. Thésée n'insista pas. Il demanda alors un fil ou une fibre longue. Le garde, à en juger par le mot du prêtre de service, ne trouva rien de menaçant dans cette requête et remit au danique une écheveau de fil de laine grossier utilisé pour les besoins domestiques. Il s'agissait d'un fil provenant des réserves du palais. Sa longueur n'est pas indiquée dans le protocole. Si l'on en juge par la taille standard des écheveaux domestiques, répertoriés dans les inventaires des entrepôts de Knossos, elle variait de 150 à 200 coudées. Les prêtres interprétèrent la demande d'un fil de manière habituelle. Les fidèles demandaient parfois des objets qui leur procuraient le sentiment subjectif de pouvoir trouver une issue. Une corde, un fil, une pierre pointue. Les prêtres l'autorisèrent. Une pierre pointue ne pouvait percer la peau de la créature, et une corde ne pouvait la faire sortir du réseau de passage, où tous les chemins menaient au centre. Demander un fil signifiait que l'affluent comptait s'en servir comme guide pour rentrer chez lui. Cela ne fonctionna pas. Les prêtres le savaient par expérience,
grâce à celle de leurs prédécesseurs qui avaient tenté la même chose et n'étaient jamais revenus. Thésée reçut un fil. Sa remise fut consignée dans le procès-verbal et la porte fut refermée. Thésée n'avait aucune intention de s'en servir comme guide pour son retour. Dans l'obscurité de la chambre, pendant le temps qui lui restait avant la descente, il défaisa l'écheveau en plusieurs morceaux de longueur différentes. Il ramassa ensuite des fragments pointus de calcaire sur le sol de la chambre, qu'on trouvait toujours au pied des murs de pierre des pièces du niveau inférieur, en raison de l'effritement constant de la maçonnerie. Il attacha des fragments pointus aux extrémités de morceaux de ficelle. Il obtint ainsi des pendentifs, une pierre sur un fil d'une certaine longueur. Il a noué plusieurs de ces pendentifs ensemble, à intervalles réguliers, laissant des morceaux de fil d'environ 3 ou 4 coudées de long entre les nœuds. Le dessin ne ressemblait en rien à ce que les prêtres attendaient d'un affluent utilisant un fil pour retrouver son chemin. Il était horizontal et non vertical. Il ne s'agissait pas d'un déplacement le long d'un fil, mais plutôt d'une mise en tension du fil entre des points fixes. Les prêtres ne l'avaient pas vu avant leur descente. L'inspection des affluents avant le gouffre n'avait révélé que la présence d'armes, or Thésée n'en possédait pas. Le chapelet de pierre n'était pas une arme. Il fut descendu dans le gouffre, comme d'habitude. Une boucle de corde, 40 coudées de profondeur, une traction sur le cordon de déverrouillage. La dalle s'est mise en place avec un craquement de pierre qui a résonné pendant plusieurs secondes après que l'obscurité en contrebas ait tout englouti. La créature se trouvait dans le réseau de passage. Les prêtres ignoraient alors sa présence, car l'activité sismique était restée faible ces 2 derniers jours, signe d'une activité réduite. La faible activité indiquait une saturation après le cycle d'alimentation précédent. Cela aurait dû donner à Thésée un peu plus de temps. Les prêtres consignèrent plus tard cet événement dans leurs archives, comme un facteur qu'ils n'avaient pas pris en compte lors de la planification du cycle. Dans l'obscurité, à 40 coudées sous le palais de Knossos, Thésée demeurait immobile. Il ne bougea pas. Il avait compris, dans sa cellule, d'après ce qu'il avait entendu à travers les murs lors des précédents repas, que tout mouvement était un signal. Il resta immobile et écouta. Sous nos pieds se trouvait une surface lisse de sécrétion durcie, chaude et légèrement humide. L'air sentait l'acide et quelque chose d'organique, lourd, comme l'odeur d'un gros animal dans un espace confiné, mais avec une nuance chimique qu'on ne retrouve pas chez les animaux terrestres. Au plus profond de ce dédale de passage, quelque chose bougeait. Le sol sous les pieds de Thésée vibrait si légèrement qu'on aurait pu le confondre avec les battements de son propre cœur. Il s'agenouilla et pressa ses paumes contre le sol. La vibration était bien réelle. Elle provenait des profondeurs de l'être et s'intensifiait lentement. La créature ignorait encore sa présence. Elle se déplaçait simplement dans ses conduits, à son rythme habituel. Thésée avait du temps, mais il ignorait combien il en avait. Il se leva, ramassa la structure de fils et de pierres, et commença à se déplacer le long du mur au toucher, lentement, en posant un pied devant l'autre avec un minimum d'effort, en appuyant le pied sur le sol sans impact. Il cherchait des stalagmites. Et les stalagmites du système de galeries sous Knossos étaient anormales. Cela découle des descriptions contenues dans les protocoles des prêtres, qui ont cartographié les niveaux supérieurs des tunnels naturels à l'aide de longues perches et de cordes durant les premières années de construction. Les stalagmites communes sont formées de carbonate de calcium précipité à partir de gouttelettes d'eau et ont une forme conique avec une large base. Celles que les prêtres découvrirent dans les passages inférieurs étaient différentes. Fines, denses, à surface irrégulière et chimiquement identiques au revêtement mural. Elles ne poussaient pas dans l'eau. Elles étaient un sous-produit du même processus qui avait créé les tunnels eux-mêmes. Là où la sécrétion de la créature coulait en excès vers le bas et durcissait verticalement, un pilier se formait. Certaines atteignaient une hauteur de 3 ou 4 coudées, avec une base de la largeur d'une main. Thésée trouva la première stalagmite à une 20aine de pas de son point d'atterrissage. Il l'identifia au toucher dans l'obscurité, dure, froide, lisse à la base et rugueuse au sommet.
Il la saisit et testa sa stabilité en exerçant une force latérale. La stalagmite ne bougea pas. Thésée attacha un fil autour de celui-ci à une hauteur d'environ 2 coudées du sol et le tira horizontalement vers le rebord suivant du mur, où il fixa l'autre extrémité à un rebord de pierre à la même hauteur. Des pierres étaient suspendues à un fil à intervalles réguliers, fixées à de courts pendentifs d'environ une demi-coude de long. Les pierres ne touchaient pas le sol. Elles pendaient librement, prêtes à osciller au moindre contact avec le fil qui les soutenait. Il installa le premier fil piège et poursuivit sa progression le long du mur. À ce moment-là, la vibration sous ses pieds avait changé de nature. Elle n'était plus uniforme et discrète. Les décharges survenaient par à-coups toutes les quelques secondes, chaque fois légèrement plus fortes que la précédente. La créature se dirigeait vers lui. Non pas intentionnellement, ni par ses vibrations, car Thésée ne fit presque aucun bruit. Il se déplaçait le long du chemin habituel qui traversait cette partie du réseau de tunnels. C'était peut-être une route de patrouille, c'était peut-être simplement un chemin familier menant à la fosse centrale. Le résultat était le même. Elle se rapprochait. Thésée installa le deuxième fil piège dans la branche latérale du tunnel, le tâtonnant de sa main gauche. Le passage secondaire était environ 2 fois plus étroit que le passage principal. Il ne pouvait s'y engager qu'en se tournant de côté et en baissant la tête. Cela signifiait que la créature ne pouvait pas entrer. C'était important. Il tira un fil depuis une branche latérale de l'autre côté du passage principal et le fixa au mur opposé, en laissant une tension modérée, suffisante pour que les pierres sur les supports se balancent lorsqu'on les touche, mais pas si forte que le fil se casse immédiatement. Les pierres de ce piège étaient plus grosses. En se balançant, elles se frôlaient les unes les autres et la paroi. Le bruit de leur impact portait loin dans l'espace confiné du tunnel. Il découvrit la troisième stalagmite à une bifurcation où le passage principal se divisait en 2 directions. Là, il installa le câble différemment, non pas horizontalement, mais en diagonale, depuis la stalagmite au centre de la fourche jusqu'à la corniche dans la voûte, à une hauteur d'environ 3 coudées. Les pierres enfilées sur ce fil étaient petites mais nombreuses et assemblées en un amas. En tombant, cet amas produisait non pas un seul coup, mais une série d'impacts rapides, semblables à une pluie de pierres. La vibration sous ses pieds était désormais constante. Thésée la ressentait non seulement par la plante des pieds, mais aussi par la paume de ses mains, qui touchait le mur à chacun de ses mouvements. La créature se trouvait à une distance qu'il estima à 2 ou 3 grandes travées de tunnel. Il ne pouvait pas entendre sa respiration. Il entendit autre chose. Un son grave et régulier, semblable à celui de quelque chose de très lourd et de très grand se déplaçant sur une pierre, sans hâte, avec l'assurance d'un maître de l'espace qui n'a nulle part où se précipiter. Il restait à Thésée environ la moitié d'un fil et quelques pierres. Il accéléra, se déplaçant plus vite et avec moins de prudence désormais, car le calcul avait changé. Si la créature se déplaçait déjà dans sa direction en suivant son propre chemin, la vibration supplémentaire de ses pas ne changeait pas fondamentalement la situation globale. Il était plus important d'installer les haubans restants avant que la distance entre eux ne devienne critique. Il considérait que la distance critique était celle à laquelle la créature serait capable de localiser sa position avec une précision suffisante pour un déplacement dirigé. Il installa le 4e fil piège à l'extrémité du passage principal, là où le plafond s'abaissait et où le sol était légèrement incliné vers le bas. Il tendit alors une corde entre 2 stalagmites situées de part et d'autre du passage, à hauteur de coude environ. C'était un piège rudimentaire. Les pierres qui le composaient étaient lourdes et coupantes. Lorsque la ficelle sera tirée, ils tomberont sur le sol en pierre et produiront un son bref et aigu exactement à l'endroit où la créature s'attend à trouver sa victime lorsqu'elle se déplacera sur le sol. Il boucla le dernier nœud et se réfugia dans la branche latérale derrière lui. Il s'assit par terre, s'adossa au mur et resta immobile. Le bruit se rapprochait. On l'entendait désormais non plus comme une vibration, mais comme un véritable son dans l'air. Un léger bruissement, comme celui d'un corps énorme sur une pierre lisse, entrecoupé de pauses. Durant les silences,
On n'entendait rien d'autre que la respiration de Thésée, qu'il contrôlait, la gardant lente et superficielle. Puis une odeur s'éleva des ténèbres. La même odeur, aigre et lourde, qu'il avait ressentie immédiatement après la descente, mais maintenant concentrée à un tel point que sa muqueuse nasale commença à brûler. La créature pénétra dans le passage principal par le côté opposé. Thésée ne la vit pas. Il la sentit à travers le sol et l'air. Sa masse engendrait une pression palpable, semblable à l'approche d'un orage. Elle avançait lentement et sûrement, et le sol sous Thésée tremblait au rythme de ses pas. Puis le premier fil se déclencha. Les pierres du premier fil-piège ont heurté la paroi simultanément, avec un son sec et aigu qui, dans l'espace confiné du tunnel, a été amplifié par un écho et est devenu semblable au coup de marteau d'un forgeron sur une enclume. Le son pénétrait profondément dans le système de conduit, dans toutes les directions à la fois, se réfléchissant sur les murs et le plafond, se fragmentant en réflexions secondaires qui se superposaient. Dans ces conditions acoustiques, la source du son devint floue et imprécise après seulement 2 ou 3 longueurs de tunnel. La créature s'arrêta. Thésée le sentit à travers le sol. La vibration uniforme de ses pas cessa instantanément, comme si quelqu'un avait retiré sa main d'une corde tendue. Il régnait un silence, de celui qu'on ne trouve que dans les profondeurs de la terre, lorsqu'il n'y a ni vent, ni eau, ni mouvement de vie. Dans ce silence, Thésée entendait son propre pouls à ses tempes et l'odeur aigre qui s'intensifiait, comme si la créature avait expiré en s'arrêtant. Elle resta là, à écouter. Cela dura longtemps. Thésée comptait en silence, régulièrement et lentement, pour ne pas perdre la notion du temps dans l'obscurité. Il arriva à 120 avant que le sol ne se remette à vibrer. Mais la vibration était différente. Non plus un mouvement régulier dans une direction, mais une série de brèves secousses à intervalles variables. La créature se dirigeait vers l'endroit d'où provenait le premier signal d'alarme. Elle se déplaçait rapidement. Le deuxième fil-piège s'est déclenché quelques secondes après que les vibrations du premier ne se soient pas encore estompées. Les pierres du bras latéral s'entrechoquaient et heurtaient le mur de façon rapide et aléatoire, créant un son bien différent du premier. Si le premier coup fut sec et unique, le second fut ample et multiple, comme si plusieurs objets étaient tombés simultanément à différents endroits. Pour une créature qui se déplaçait par vibration et par son, cela signifiait 2 sources situées à différents points de l'espace, séparées par un intervalle de plusieurs secondes. Le sol sous Thésée vibra un instant avec une telle intensité qu'il la ressentit dans tout son corps, et non seulement dans la paume de ses mains et sous ses pieds. La créature changea brusquement de direction, sans ralentir. Cela ne s'est pas déroulé sans heurts, comme un prédateur terrestre évaluant une nouvelle proie. Il bascula simplement, comme un mécanisme recevant un nouveau signal, et se déplaça vers la source du second son à la même vitesse qu'il s'était déplacé vers le premier. Thésée profita de ce moment. Tandis que la créature s'éloignait de lui, il longea le mur dans la direction opposée, jusqu'à la bifurcation où était installé le 3e fil-piège. Il se déplaça rapidement, ne cherchant plus à minimiser le bruit de ses pas. La distance entre lui et la créature augmentait à cet instant, et ses propres vibrations se perdaient dans le bruit de fond des vibrations provoquées par le mouvement du corps de plusieurs tonnes à l'autre bout du tunnel. Il atteignit la bifurcation et s'appuya contre le mur derrière la stalagmite à laquelle le fil était attaché. La créature parvint au point de déclenchement du second fil et s'arrêta de nouveau. Cette fois, la pause fut plus courte, environ 40 secondes. Puis, il est revenu en direction du premier fil-piège, l'a dépassé et est allé plus loin, dans les profondeurs du passage principal, jusqu'à l'endroit où le 4e fil-piège, plus bas, était installé à l'abaissement du plafond. Le 3e fil-piège à la bifurcation n'avait pas encore été actionné. Elle attendit. Thésée écoutait les mouvements de la créature et se remémorait simultanément les tunnels qu'il avait creusés au toucher dans l'obscurité en installant les fils-pièges. Le passage principal s'étendait droit devant lui. Les embranchements latéraux se divisaient en angles, et 2 d'entre eux étaient désormais équipés de fils-pièges.
La bifurcation où il se trouvait divisait maintenant le passage en 2 couloirs de largeur égale. Le troisième fil-piège était tendu en travers du couloir de gauche à la bifurcation. Il n'avait pas encore été déclenché car la créature ne l'avait pas atteint. Elle empruntait le passage principal, contournant la bifurcation de l'autre côté. Le quatrième fil-piège tarda à se déclencher. Thésée n'entendit pas le bruit des pierres qui s'écrasaient, mais d'abord un autre son, un grognement sourd émis par la créature lorsque le fil la prit dans ses filets. Ni douleur, ni peur. Plutôt une réaction à une sensation tactile inattendue, une expiration réflexe d'un corps immense lorsqu'on effleure quelque chose sur le chemin. Le fil a alors cassé, et les pierres sont tombées au sol dans une série de chocs, volant dans toutes les directions. Le bruit des chutes de pierres dans la partie inférieure du tunnel au plafond bas était différent, plus résonnant et prolongé. Il se réfléchissait sur le plafond voisin et se propageait le long du passage principal. La créature se retourna. Le sol vibra avec une telle intensité que la fine poussière de pierre que Thésée avait sentie sous sa paume en s'asseyant s'éleva dans les airs. Elle revenait, plus vite qu'avant, plus vite que jamais depuis que Thésée l'avait entendue. Il franchit le troisième fil-piège à la bifurcation sans le toucher, car il empruntait le couloir de droite, puis continua jusqu'au deuxième fil-piège. Là, il s'arrêta et émit de nouveau un son. Cette fois, non pas une brève expiration gutturale, mais un son long et grave, régulier et continu, comme la vibration d'une corde tendue dans un vent fort, une octave seulement plus bas que n'importe quel son que Thésée ait jamais entendu d'un être vivant. C'était le son de la désorientation. Thésée s'en rendit compte non par la logique, mais par quelque chose de plus direct. Il avait entendu un son similaire provenant des taureaux dans l'enclos lorsqu'ils avaient perdu de vue le troupeau. Un animal privé de ses repères habituels et recevant simultanément des signaux contradictoires provenant de plusieurs points de l'espace, produit précisément ce son. L'instinct exige de se diriger vers la source de la menace. Mais il y en a plusieurs, et elles ne coïncident pas. Le système d'orientation est saturé. La créature commence à se déplacer de façon erratique. On pouvait l'entendre aux vibrations, de brèves secousses dans différentes directions, des arrêts brusques, des virages, et d'autres secousses. Il filait entre les points d'activation des fils pièges, accélérant à chaque fois sans parvenir à trouver ce qu'il cherchait. À chaque virage serré, son corps s'écrasait contre les parois du tunnel. Les impacts furent entendus comme des bruits sourds et lourds, provoquant la chute de pierres du plafond. De petits cailloux tombèrent dans l'obscurité autour de Thésée. Puis la créature heurta le troisième fil-piège à la bifurcation. Un amas de petits cailloux tomba sur le sol de pierre, à l'endroit précis où la créature venait de passer, derrière elle. Une série d'impacts rapides retentit dans l'obscurité, exactement là où son corps se trouvait une seconde auparavant. Elle tournoyait si vite que l'impact de son corps contre la paroi de la fourche fut entendu comme une explosion. Plusieurs grosses pierres se détachèrent de la maçonnerie et tombèrent au sol. La créature frappa le mur à l'endroit même du bruit, le frappant 2 fois avec un objet dur, avec une force telle que le sol sous Thésée sursauta. Il se plaqua contre le mur et resta immobile. La créature se tenait à une dizaine ou une quinzaine de pas de lui dans l'obscurité, respirant bruyamment et irrégulièrement, et il pouvait entendre chacune de ses respirations. L'odeur aigre était si forte que ses yeux se mirent à larmoyer, même s'il ne voyait rien dans l'obscurité. Les fils étaient épuisés. Tous les pièges avaient fonctionné. Il n'avait plus d'outils pour fabriquer de nouveaux leurres. La créature se tenait entre lui et le gouffre central. Désorientée, mais pas immobilisée, elle continuait d'écouter. Thésée resta immobile, plongé dans ses pensées. Il repensa à ce qu'il avait entendu de la chambre lors des précédents cycles de nourrissage. Il réfléchit à la construction des tunnels et à leur destination. Il songea à la manière dont les prêtres avaient bâti le palais, tel un poids, et à ce que signifiait ce poids une fois le point d'appui supprimé. Le plafond au-dessus de lui reposait sur une unique colonne naturelle de calcaire monolithique. Il la trouvait de la main en installant les étais, larges,
froide, sans fissure, soutenant une voûte d'environ 8 coudées de haut au-dessus du sol. Autour d'elle, à bout de bras, gisaient de gros fragments de roche qui s'étaient détachés lors des déplacements de la créature au cours des cycles précédents. L'un des fragments, qu'il avait auparavant trouvé au toucher et dont il avait lui-même noté le poids, pesait autant qu'un homme de sa taille pouvait le soulever et le tenir pendant quelques secondes. Quelques secondes auraient dû suffire. La créature resta immobile, à l'écoute. Thésée en était certain, car les vibrations de ses pas cessèrent, mais l'odeur aigre persistait. Elle était toujours là. Il se tenait dans l'obscurité du passage principal, entre la bifurcation et le passage central, et attendait un nouveau signal. Ses conduits auditifs, capables de localiser avec une précision suffisante pour la chasse la source des vibrations dans l'immense réseau de tunnels, étaient désormais muets. Aucun signal. Le silence persistait. Thésée, immobile, se tenait contre le mur du passage latéral. Il respirait lentement par le nez, contrôlant son expiration pour éviter tout bruit. Il réfléchissait. Il ne pensait ni à la sortie, ni à la corde, ni même à savoir si quelqu'un au-dessus de lui pouvait ouvrir la dalle. Il pensait à la colonne. La colonne se trouvait dans le passage principal, à l'endroit même où se tenait la créature. Il l'a découvert en installant le 4e fil-piège, alors qu'il se déplaçait le long du mur dans l'obscurité et qu'il l'a heurté avec sa main. Elle ne se dressait pas contre le mur, mais au centre du passage, ce qui était inhabituel pour une formation calcaire naturelle. Un pilier monolithique, d'environ 2 coudées de diamètre, s'élevait du sol au plafond, sans fissure ni rétrécissement. Thésée l'avait alors contourné et avait poursuivi son chemin. Il y revenait maintenant en pensée. L'arche surplombant cette partie du passage avait un caractère particulier, qu'il percevait en passant dessous. Le plafond était ici plus bas que dans le reste du passage principal, et présentait une forme convexe, arquée vers le bas. Cela signifiait qu'une masse rocheuse importante reposait au-dessus de cette section, exerçant une pression sur la voûte. La colonne était le seul point d'appui de cette voûte. Sans elle, le plafond n'aurait été soutenu que par les parois latérales, plus étroites à cet endroit que dans le reste du passage. Le fragment de roche que Thésée avait remarqué lors de l'installation des haubans se trouvait au pied de la colonne, du côté gauche. Il le découvrit alors au toucher, de forme irrégulière, avec un bord plat et 2 angles vifs. Sa masse était telle qu'on pouvait la soulever à 2 mains, mais impossible de la maintenir plus de quelques secondes. Ce fragment ne s'est pas détaché de la colonne de lui-même. Les marques sur la surface de la colonne, à l'endroit où il avait posé sa main, étaient horizontales et parallèles. La créature frôlait la colonne à chaque passage, encore et encore, pendant une longue période, érodant progressivement son propre support. Une fissure horizontale courait à la base de la colonne, à environ 3 doigts du sol. Thésée la découvrit lors de son premier examen de la colonne. La fissure n'était pas profonde, pas plus large qu'un doigt, mais elle encerclait la colonne sur 3 de ses 4 côtés. Le 4e côté restait solide. C'était lui qui soutenait toute la voûte. Le calcul était simple. Un coup violent porté avec un gros fragment à la base de la colonne depuis le 4e côté, où il n'y avait pas de fissure, créera une charge latérale sur la section affaiblie. Si la fissure traverse complètement la colonne, celle-ci ne pourra plus supporter les charges verticales. La toiture située au-dessus de cette section, privée de soutien, commencera à s'affaisser sous le poids de la roche sous-jacente. La vitesse de ce processus dépendait de la masse de roche située au-dessus de la voûte et du degré d'usure de la voûte elle-même, que Thésée ne pouvait estimer. Il ne pouvait que supposer que l'opération prendrait plus de quelques secondes, sinon il n'aurait pas le temps de se replier sur la branche latérale. Le petit embranchement où il se trouvait était à 4 ou 5 pas de la colonne. Il était suffisamment large pour empêcher la créature d'y pénétrer. Il l'avait vérifié en installant le second piège. La branche était suffisamment profonde pour le protéger des chutes de pierre si l'éboulement principal devait atteindre le passage principal. Il y avait cependant un problème. La créature se tenait entre lui et la colonne. Pour atteindre la colonne, il fallait passer devant. Impossible de le faire sans se faire remarquer. La distance était trop courte,
et les vibrations des pas inévitables. La créature réagirait avant même qu'il puisse soulever le fragment. Il lui fallait une diversion. Il n'y avait plus de fil. Il ne restait plus de pierres sur les supports. Mais des pierres, en tant que telles, jonchaient tout le tunnel. Thésée trouva 2 petits fragments de pierre à ses pieds. Il en ramassa un et le jeta dans l'obscurité, le long d'un chemin latéral, à l'écart du passage principal. La pierre heurta le mur de branches, puis le sol quelques instants plus tard, avec un bruit sec et bref. Le sol en dessous vibra aussitôt. La créature réagit instantanément, se tournant vers le bruit et faisant quelques pas rapides dans sa direction. Elle emprunta le passage principal en direction de la branche latérale d'où provenait le son. Thésée sortit de la branche et longea le mur opposé du passage principal en direction de la colonne. Il avançait rapidement, presque en courant, les pieds talons-pointe pour amortir les chocs. La créature se déplaçait parallèlement à lui de l'autre côté du passage, en direction de la branche. Il pouvait entendre sa respiration à quelques pas de là, dans l'obscurité. L'odeur aigre était si forte qu'elle lui coupa le souffle. Sa main trouva la colonne plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Il s'arrêta, tâta la base et y découvrit un fragment. Il le ramassa à 2 mains. Le fragment s'avéra plus lourd qu'il ne s'en souvenait au premier contact. Il l'intercepta, plaçant une main sous le bord plat, l'autre sur l'angle vif, et se tourna vers le 4e côté de la colonne, où il n'y avait pas de fissure. La créature s'arrêta à l'entrée du chemin latéral. Un silence. Elle écouta. Thésée frappa. Le fragment, dont le poids serait estimé plus tard à environ 2 talents, frappa la base de la colonne juste au-dessus de la fissure, avec la force maximale qu'il pouvait générer en un seul mouvement dans cet espace restreint. Le bruit de l'impact était assourdissant dans l'espace confiné du tunnel. La colonne ne s'est pas effondrée instantanément. Elle émit un son que Thésée n'avait jamais entendu auparavant et qu'il ne pouvait décrire avec des mots. Une longue fissure qui s'agrandissait dans la pierre monolithique, comme si quelque chose se déchirait dans la structure même de la roche. Il laissa tomber le fragment et courut vers la branche latérale. La créature était déjà en mouvement. Le choc brutal et la fissure de la colonne ont créé une vibration qui s'est propagée simultanément à l'ensemble du réseau de tunnels, et celui-ci y a réagi de la même manière qu'à tous les signaux précédents, immédiatement et précisément dans la direction de la source. Il se détourna du chemin latéral et se dirigea vers la colonne. Ses pas provoquèrent une vibration qui se mêla au craquement de la roche, et le sol sous Thésée trembla sous l'effet simultané de 2 forces. Il atteignit un passage latéral et s'y engagea de côté, le dos appuyé contre le mur, en avançant à petits pas. Il entendit la créature atteindre la colonne. Il l'entendit s'arrêter près d'elle. Il perçut le son grave et guttural qu'elle émit en sentant la vibration de la roche. Puis un autre son vint d'en haut. Ni un craquement, ni un bruit sourd, un grondement long et croissant, comme si la montagne elle-même s'éveillait. La colonne resta debout quelques secondes après le début du grondement. Thésée les compta, le dos appuyé contre la paroi du bras latéral, et chacun d'eux était séparé et distinct. Puis, quelque chose à la base de la colonne se déplaça brusquement, et le son changea. Le grondement devint aigu, dirigé vers le bas, comme si l'air du tunnel avait été soudainement expulsé des poumons. La colonne se stabilisa sans s'effondrer. Elle s'affaissa d'un seul bloc, perdant son appui dans la fissure, et l'arche qui la surplombait se mit aussitôt à bouger avec elle. Les premières pierres tombèrent une seconde après l'effondrement de la colonne. Non pas de gros blocs, mais de petites pierres, qui sont toujours les premières à se détacher lorsque l'arche perd son soutien. L'eau s'abattait en torrent continu dans l'obscurité du passage principal, et le bruit qu'elle produisait ressemblait à une forte pluie sur un toit de pierre. Puis vinrent les blocs. Thésée perçut leur chute comme des impacts distincts, chacun suffisamment violent pour créer sa propre onde de choc dans la roche. Le sol tremblait sous lui à chaque coup. La créature émit un son au début de son effondrement. Ce n'était pas le long grondement de désorientation que Thésée avait entendu auparavant. C'était un son bref, aigu,
d'une tonalité différente de ses précédents cris. Puis le premier gros bloc s'abattit sur lui. Thésée le sentit à travers le sol. L'impact d'une telle masse sur un être vivant se tenant sur un socle de pierre se transmet différemment à travers la roche que l'impact d'une pierre sur une autre. Elle est plus molle sur le devant et se décompose plus lentement. La créature n'est pas tombée du premier bloc. Il se déplaça, provoquant une vibration due à ses mouvements latéraux rapides, et Thésée perçut ce bruit à travers la paroi de la branche. Il tentait d'échapper à la zone d'effondrement. Le second bloc était plus gros que le premier. On pouvait l'entendre au bruit de la chute et à la façon dont le sol sous Thésée trembla après l'impact. Le troisième bloc ne bougeait plus seul, mais emporté par le flot de fines pierres qui le précédait. Le bruit devint continu. L'effondrement était passé de la phase initiale, où la roche se détache par morceaux, à la phase d'avalanche, où elle se déplace comme une masse unique. La créature hurla. C'était le seul verbe qui convenait au son que Thésée entendait à travers le grondement de l'avalanche. Un son grave et continu, sans aucune fréquence aiguë, qui ne s'arrêtait pas lorsque la créature inspirait, car ses poumons étaient suffisamment grands pour la soutenir longtemps. Ce son ne ressemblait en rien à ceux qu'il émettait auparavant, lorsqu'il chassait ou était désorienté. C'était le cri d'une créature vivante, croulant sous un poids de plusieurs tonnes que son corps ne pouvait supporter. Aucun instrument de bronze ne pouvait percer sa peau. Thésée le savait grâce aux conversations qu'il avait eues dans sa cellule avec ceux qu'il avait vus dehors, le jour de sa première remontée à la surface. Il décrivait sa peau comme épaisse, plissée, semblable à du cuir tanné à plusieurs couches. Cette peau pouvait résister aux coups et aux coupures, mais pas à la compression. La chute verticale de plusieurs centaines de tonnes de calcaire sur un corps reposant sur une base rocheuse solide créait une charge qu'aucun tissu biologique, quelle que soit sa résistance à la traction, ne peut supporter. Le bruit persista. Thésée ne put déterminer combien de temps. Dans l'obscurité souterraine, dans un passage latéral où la roche du couloir principal ne s'étendait pas, mais où les vibrations de chaque coup résonnaient, le temps perdait sa linéarité. Il comptait en silence, mais s'est perdu après 300. Puis, le son émis par la créature commença à changer. Il ne s'arrêta pas instantanément. Il changea progressivement, perdant en intensité et en régularité. Les pauses s'allongèrent. Les intervalles entre ses respirations, que Thésée avait appris à distinguer pendant son séjour dans les tunnels, s'allongeaient. À ce moment-là, l'effondrement avait également changé de nature. L'avalanche principale était passée, et maintenant des pierres isolées tombaient à intervalles irréguliers, comme l'eau d'un récipient mal étanche. La roche trouvait un nouvel équilibre. Les conduits auditifs de la créature constituaient son principal organe sensoriel. Thésée y pensait depuis sa cellule, lorsqu'il assemblait la structure à partir de fils et de pierres. Les oreilles des prédateurs terrestres sont vulnérables aux sons forts et intenses provenant de proches. L'onde de choc peut rompre leur tympan. Les canaux auditifs de la créature étaient structurés différemment. Il percevait simultanément les vibrations à travers la roche et à travers l'air, ce qui lui permettait de naviguer avec une grande précision dans l'espace tridimensionnel des tunnels. Mais cette même capacité impliquait une grande sensibilité de l'organe sensoriel. L'effondrement de plusieurs centaines de tonnes de roches dans un tunnel fermé a créé une pression acoustique qui, pour un organe d'une telle sensibilité, était destructrice en soi, avant même l'impact mécanique des roches. La créature agonisait de deux causes simultanément. Thésée ignorait laquelle était la plus importante. Peu importait. Son dernier souffle fut doux. Un silence si profond que Thésée n'était pas sûr de l'entendre réellement ou s'il s'agissait d'un autre son. Le bruit de la roche qui refroidissait, ou le mouvement de l'air dans le réseau de tunnels, avait changé après l'effondrement. Un long son grave et s'estompant, sans aucune pointe. Puis de silence. Le silence dura longtemps. Thésée ne bougea pas. Il attendait une nouvelle vibration, celle de pas ou de respiration, ou tout autre signe d'activité dans le couloir principal. Il n'y eut aucun signal. Le sol sous ses pieds demeura immobile. L'odeur aigre dans l'air ne disparut pas, mais elle cessa de s'intensifier.
Il resta immobile sur la branche, le temps nécessaire pour s'assurer qu'aucun mouvement ne se produisait. Il s'avança lentement dans le passage principal. Il y avait de la roche sous ses pieds, beaucoup de roche. Elle remplissait le passage d'un mur à l'autre, jusqu'à une hauteur qu'il estima en tendant la main vers le haut et en constatant qu'il n'y avait pas de plafond. L'effondrement avait complètement bloqué le passage principal. Quelque part sous ce rocher se cachait une créature. Thésée ne prit pas la peine de vérifier. Il fit demi-tour et se dirigea vers le gouffre central. Il avançait lentement dans l'obscurité, une main appuyée contre le mur. Le sol sous lui était immobile. Pour la première fois depuis son arrivée dans les tunnels, le sol était parfaitement immobile. Aucune vibration. Aucune pression rythmique ne s'exerçait sur les voûtes souterraines. Rien. Il atteignit le gouffre central de mémoire, comptant ses pas et ses virages. Le gouffre était bien là où il devait être. Il leva la tête et regarda vers le ciel. Dans l'obscurité, il n'y avait que l'obscurité. Puis il sentit quelque chose de nouveau sous ses pieds. Non pas la vibration de la créature, autre chose. Un mouvement profond, lent et croissant au sein même de la roche, comme si l'immense masse rocheuse sous l'île avait commencé à rechercher un nouvel équilibre après que le corps qui avait occupé le réseau de tunnels pendant des millénaires eut cessé de le remplir. La roche s'est tassée dans les cavités se sont déplacées, ce qui maintenait l'île en place de l'intérieur, telle une charpente de sécrétion durcie, commençait à s'effondrer sous son propre poids, privé de l'être qu'il avait créé et soutenu. Thésée se tenait au-dessus du gouffre et sentit l'île se dérober sous ses pieds. Personne ne l'attendait en haut. C'est ce que rapporte le prêtre de garde, qui était de service cette nuit-là au gouffre scellé. L'enregistrement s'interrompt au milieu d'une phrase. Le prêtre enregistrait les données standards, l'heure de fermeture de la dalle, le nom de l'affluent et les relevés sismiques. La dernière ligne du protocole ne contient que le début du signe indiquant l'heure et rien de plus. Le stylo s'arrêta au milieu d'une phrase. À en juger par la tache d'encre à la fin de l'inscription, il n'a pas posé le stylo, il l'a laissé tomber. Le sol de la pièce située au-dessus du gouffre s'est fissuré avant que le tunnel ne s'effondre. La fissure partait en diagonale de la dalle centrale qui recouvrait l'espace jusqu'au mur nord, se divisant en deux branches à la base du pilier de soutien. Le pilier n'est pas tombé. Elle s'enfonça de 3 ou 4 doigts, ce qui fut suffisant pour que la poutre au-dessus se déplace et fasse tomber la pierre de coin de l'arche de la porte. Le linteau de la porte d'entrée et de la pièce s'est effondré vers l'intérieur. Le garde posté à l'extérieur a pu battre en retraite. Celui qui se trouvait à l'intérieur n'a pas eu cette chance. Il s'agissait du premier effondrement structurel du palais depuis sa construction, non lié à un séisme extérieur. Le palais a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Le mécanisme de destruction était le suivant. Le réseau de tunnels sous l'île était bien plus qu'un simple vide dans la roche pendant plusieurs milliers d'années. La sécrétion durcie qui recouvrait les parois du tunnel était plus résistante que le calcaire environnant. Les tunnels ont efficacement renforcé la roche de l'intérieur, créant un réseau rigide qui a réparti les charges dues au poids de l'île et à l'impact de l'eau de mer sur les niveaux souterrains. L'être qui a créé ce réseau et l'a soutenu par sa présence faisait partie intégrante de la structure de l'île, tout comme une racine fait partie intégrante de la structure d'un arbre. Sa mort marqua le début d'un processus que les prêtres n'avaient jamais envisagé, car ils n'avaient jamais considéré la mort d'une créature comme un scénario possible. Des roches ont commencé à s'accumuler dans les cavités créées par l'effondrement du tunnel principal. Cet affaissement a engendré de nouvelles cavités dans les sections adjacentes du réseau de tunnels, créant ainsi de nouveaux points d'affaissement. Le processus s'est propagé à travers le vaste réseau à une vitesse dépendant des caractéristiques locales de la roche et de la profondeur de la section concernée du tunnel. À certains endroits, il était lent, à d'autres, rapide. Une zone s'affaissait rapidement au-dessus du palais. Thésée, debout sous la dalle scellée, perçut un bruit au-dessus de lui. Ni des mots, ni des pas. Autre bruit. Le déplacement d'éléments de pierre massifs. Le craquement de structures sous charge.
l'impact bref d'un objet lourd sur le sol en pierre. La dalle recouvrant le trou n'était pas fixée. Elle reposait sur son propre poids dans les rainures du cadre. Si le cadre avait bougé avec le sol lors du tassement des fondations, la dalle aurait pu se détacher. Il n'a pas trouvé la corde tout de suite dans l'obscurité. Elle était suspendue au-dessus du vide, là où on l'avait laissée après la descente, négligemment enroulée autour d'un crochet. La corde était là. Il la trouva, vérifia sa tension et commença à grimper. Grimper 40 coudées à la corde sans prise prend du temps, selon la condition physique et la peur de la chute. Thésée, lui, grimpa rapidement. À ce moment-là, le sol sous lui ne vibrait plus sous l'effet de la créature. Elle vibrait à cause du tassement de la roche, et la nature de cette vibration était différente, non pas rythmique et dirigée, mais chaotique et croissante, comme la vibration d'un pont lorsque la charge dépasse la charge calculée. Il atteignit le bord du gouffre et s'allongea sur la dalle. Celle-ci était encastrée dans des rainures, mais l'une d'elles s'était déjà ouverte. Une fissure la traversait et le bord de la pierre s'était écarté de la dalle de la largeur de 2 doigts. Thésée descendit de la dalle et se releva. La pièce était plongée dans l'obscurité. Les lampes à huile s'étaient éteintes à la première secousse et le prêtre qui les avait allumées n'était apparemment pas revenu. Il avait trouvé une issue par un courant d'air. Dans les bâtiments en ruine, l'air se dirige toujours vers le point de rupture, et ce courant d'air était suffisamment fort pour être ressenti sur le visage. Il s'en approcha, la main agrippée au mur, qui tremblait doucement et continuellement sous sa paume, comme s'il était vivant. Dehors, c'était le matin. L'aube pointait à peine, le ciel au-dessus de la mer avait la couleur de l'argile grise, et les premiers rayons du soleil ne venaient pas de l'est, mais de partout à la fois, comme cela arrive avant l'aube par temps clair. Thésée sortit du palais par une brèche dans le mur nord, formée par la chute d'une pierre angulaire suite à la destruction d'une poutre du plafond. L'ouverture était suffisamment large pour qu'il puisse passer sans se baisser. La cour du palais était vide. Pas aussi vide que la nuit, quand les gardes sont de service et les domestiques dorment. Vide d'une autre manière. Plusieurs personnes gisaient près du mur ouest, dans des positions typiques de celles qui étaient tombées en marchant et ne s'étaient pas relevées. Elles n'étaient pas mortes. Au passage de Thésée, l'un d'eux leva la tête et le regarda. Il le fixa longuement, sans dire un mot. Le sol trembla sous ses pieds. Ni brusquement, ni de façon rythmée. Elle tremblait comme la surface de l'eau dans un récipient emporté à vive allure. Sans cesse, sans relâche. Thésée atteignit le bord de l'estrade du palais et contempla la vallée. Le centre de la vallée, là où s'était formé le premier gouffre 40 ans auparavant et où se dressait désormais le palais, s'affaissait lentement. Il ne s'est pas effondré instantanément, ni d'un seul bloc. Elle s'est stabilisée, comme la surface d'un marais sous un objet lourd. Doucement, inexorablement, avec une légère pente vers le centre sur tout son pourtour. Un bruit est venu du port. Ni un cri, ni un coup. Le long grondement croissant de l'eau se retirant du rivage. Thésée connaissait ce bruit. Tous les insulaires le connaissaient. La mer se retirait rapidement et au loin, découvrant le fond marin et laissant des poissons frétillant sur les rochers. Cela ne signifiait qu'une chose. Il courut vers les collines. La mer revint après un laps de temps dont les survivants estimèrent différemment la durée. Une demi-heure pour certains, moins pour d'autres. Ces divergences sont compréhensibles. Lorsqu'on court en montée sans se retourner, le temps s'écoule différemment. Il n'existe qu'un seul indicateur objectif. Ceux qui ont atteint un point situé à plus de 30 coudées au-dessus du rivage ont survécu. Ceux qui n'ont pas survécu, non. Cette frontière a été reconstituée ultérieurement, à partir de la répartition des restes humains découverts lors de fouilles menées dans les zones côtières de Crète au XXe siècle. La science officielle attribue ces vestiges à un tsunami provoqué par l'éruption du mont Terra. La datation diffère d'environ 50 ans de la date de l'éruption. Cette divergence est rarement mentionnée dans la littérature scientifique. Thésée atteignit le sommet de la colline orientale au moment même où la première vague atteignit l'estrade du palais. Il la vit.
À cette époque, le palais n'avait plus sa forme d'antan. La partie centrale s'était tellement affaissée que le toit de la cour intérieure disparaissait sous le niveau des murs extérieurs, et l'ensemble du complexe prenait la forme d'un manteau noir rétréci vers l'intérieur. Lorsque la vague a frappé la façade ouest, les murs ne l'ont ni réfléchi ni arrêté. Ils ont fait entrer l'eau, comme dans un récipient ouvert, et l'eau s'est écoulée par la partie centrale stabilisée directement dans le trou, qui à ce moment-là n'était plus recouvert d'une dalle. L'eau se comportait différemment dans le réseau de tunnels qu'en surface. Les tunnels étaient ramifiés, partiellement obstrués par un effondrement dans le passage principal et partiellement comblés de sédiments. L'eau trouvait des volumes libres et les remplissait avec une pression proportionnelle à la hauteur de la colonne d'eau au-dessus de l'entrée. La pression de l'eau sur les voûtes fragilisées des tunnels au niveau inférieur était suffisante pour déclencher des effondrements secondaires dans des zones où la roche était déjà dans un état critique. Des effondrements secondaires sous la surface de l'île ont provoqué un affaissement localisé en surface. Thésée observa ce phénomène du haut d'une colline. En plusieurs endroits de la vallée et de la zone côtière, le sol s'effondra quelques minutes après l'arrivée de la première vague. L'ampleur des effondrements était variable. L'une d'elles, située dans la partie nord de la vallée, était suffisamment vaste pour engloutir plusieurs entrepôts ainsi qu'une portion de route adjacente. Les bâtiments disparurent sous les flots sans être détruits, conservant leur forme, tels des objets s'enfonçant sous la surface de l'eau. La seconde vague arriva avant même que la première n'ait eu le temps de se retirer. Ce phénomène est typique des tsunamis provoqués par des effondrements sous-marins, et non par des mouvements tectoniques. Dans le cas de mouvements tectoniques, les vagues arrivent à de longs intervalles. Lors d'un effondrement, les intervalles sont plus courts, et la forme d'onde est plus chaotique, car la source n'est pas une faille plane, mais un effondrement tridimensionnel de la roche. La partie sous-marine du réseau de tunnels sous la crête débouchait dans la mer en plusieurs points des côtes ouest et nord. Lorsque ces zones ont commencé à s'affaisser, le fond marin s'est enfoncé simultanément de plusieurs coudées en plusieurs points et en très peu de temps. Cela a créé de multiples sources de vagues avec des phases différentes. Le prêtre qui a rédigé la dernière tablette de la série ne se trouvait pas au palais. Il était dans un bâtiment administratif sur le versant oriental de la vallée, à plusieurs dizaines de coudées au-dessus de l'estrade du palais. Cela explique l'existence de son enregistrement. Il a vu ce qui se passait d'en haut, disposait de matériel pour l'enregistrer et avait suffisamment de temps pour écrire pendant que la situation évoluait en contrebas. Le palais s'est enfoncé sous terre pendant que j'écrivais la tablette précédente. Lentement au début, plus rapidement. Lorsque les eaux sont montées, seuls les pans supérieurs des murs extérieurs du palais ont émergé, tels les dents d'un peigne. Puis, eux aussi ont disparu. La mer recouvre l'emplacement du palais. Elle ne recule pas. Le fond est maintenant plus bas qu'il ne l'était. Le prêtre poursuivit son écriture après cette entrée. Les tablettes suivantes contiennent des observations qu'il a faites sur une période de plusieurs heures ou jours, l'heure exacte étant impossible à déterminer. Il a consigné les vagues, leur direction et leur hauteur, en utilisant les arbres sur le versant comme point de repère. Il a également consigné les creux à la surface de l'île. Il consigna les mouvements des personnes qu'il observait d'en haut. La plupart se dirigeaient vers les collines, certaines vers le port, d'autres ne bougeaient pas du tout. Sur l'une des tablettes intermédiaires, il écrivit ce qui suit. J'ai vu un jeune homme sur la crête de la colline orientale. Il se tenait debout et regardait en bas. Il resta là longtemps. Puis il se rendit de l'autre côté de la colline. Je ne sais pas si c'était celui qui a été rétrogradé il y a 3 jours. Il n'y avait personne d'autre à rétrograder dans ce groupe, donc c'était lui. Fin de l'enregistrement. La tablette suivante commence par une description de l'état du rivage, sans mentionner le jeune homme. La dernière tablette de la série est écrite plus hâtivement que les autres. Les marques sont plus grandes et moins précises, ce qui indique un mauvais éclairage ou une perte de précision de l'écriture pour des raisons qu'on ne peut que supposer. Le contenu de la dernière tablette se résume à ceci. Le prêtre rapporte que l'eau monte. Non pas par vagues, mais de façon constante, comme une marée.
mais plus rapidement qu'une marée normale. Il souligne que le niveau de l'eau dans la vallée a augmenté de plusieurs coudées pendant la période d'observation et continue d'augmenter. Il fait remarquer que le bâtiment administratif où il se trouve est situé sur une pente assez raide, mais que les fondations du bâtiment commencent à se fissurer. Il suggère que le réseau de tunnels passe sous le versant et que l'affaissement se poursuit. La dernière ligne de la dernière tablette ne contient ni description ni analyse. C'est une liste. Elle contient 18 noms. Pas de poste, pas de titre, pas d'explication. Juste des noms, listés les uns après les autres dans une colonne. Le dernier nom de la liste était tronqué. Le panneau était de taille standard et il n'y avait pas assez de place. Le réseau neuronal n'a donc pas pu identifier les personnes concernées. Ils n'apparaissent dans aucun autre document traduit. Il pourrait s'agir de personnes que le prêtre a aperçues d'en haut. Il pourrait s'agir de personnes dont il se souvenait. Il aurait pu s'agir d'une liste de ceux dont il voulait qu'on se souvienne, car il savait que personne d'autre ne le ferait. L'eau continuait de monter. La chambre inondée, où ces tablettes ont été découvertes 3500 ans plus tard, se situe à 12 mètres sous le niveau actuel de la mer. La côte crétoise s'est affaissée à cet endroit, non pas en raison de mouvements tectoniques, du fait de l'affaissement de la roche au-dessus du réseau de tunnels vides, qui s'est poursuivi lentement et uniformément au cours des siècles suivants, jusqu'à ce que tous les vides internes soient remplis d'eau et de débris. L'île s'est affaissée sur son parasite mort, comme la peau sur les os. Les convulsions de la créature n'ont pas commencé immédiatement après l'effondrement. Cela découle des données sismiques que les géologues modernes ont extraites de carottes de sédiments marins dans la région de la côte nord de la Crète en 2018. Les carottes révèlent une couche distincte de sédiments perturbés datant d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Cette couche présente une structure caractéristique que les géologues décrivent comme de la sismite. Des couches horizontales déformées, mêlées à des injections verticales de matériaux plus denses provenant des profondeurs. Cette structure se forme par un brassage rapide et intense de sédiments marins meubles. L'intensité du séisme, reconstituée à partir du degré de déformation des couches, correspond à un événement d'une magnitude d'au moins 7,5 sur l'échelle moderne. La science officielle attribue cet événement aux conséquences sismiques de l'éruption du Terra. Les dates ne concordent pas. Les géologues le savent. Dans leurs publications, ils emploient l'expression « nécessite des études complémentaires ». La créature n'est pas morte sur le coup, lors de l'effondrement. C'est biologiquement compréhensible. Un organisme pesant plusieurs tonnes, doté d'un métabolisme capable de digérer la roche calcaire et de régénérer des sécrétions durcissantes, possédait une résilience physiologique incomparable à celle des animaux terrestres de taille comparable. Son système nerveux, à en juger par les temps de réaction consignés par les prêtres dans les protocoles, était distribué, sans nœud central unique vulnérable à des dommages localisés. Cela signifiait que même une blessure grave n'arrêtait pas immédiatement le fonctionnement de l'organisme. Elle déclenchait un processus agonique qui pouvait durer longtemps. L'agonie de la créature était celle d'un corps de plusieurs tonnes dans l'espace confiné d'un réseau de tunnels. Les premières convulsions ont été enregistrées dans le protocole sismique, que le prêtre de garde a conservé jusqu'au moment où son enregistrement a été interrompu. Dans les dernières lignes avant la pause, il notait ce qui suit. Les secousses avaient changé de nature. Au lieu des coups rythmiques venant d'en bas, qui avaient été la norme pendant des décennies, il y avait des secousses multiples et chaotiques, à intervalles allant de quelques secondes à plusieurs minutes, d'intensité variable et provenant de différents points simultanément. Cela correspond à ce qui se produit lorsqu'un corps volumineux, dans un espace confiné, perd sa coordination et percute les murs de manière aléatoire, plutôt que de façon dirigée. Chaque impact du corps de la créature contre les parois du tunnel était transmis à travers la roche jusqu'à la surface sous forme de choc local. La masse totale de la créature, multipliée par l'accélération lors d'un impact convulsif avec une surface dure, a donné une impulsion suffisante pour créer un tremblement perceptible à la surface dans un rayon de plusieurs stades autour du point d'impact. Suite à de multiples impacts simultanés provenant de différents points du réseau de tunnels, les effets se sont cumulés et ont interféré,
créant un schéma de secousse en surface qui ne pouvait être reproduit par aucun processus tectonique connu. Voici ce que les habitants de la surface de la Crète ont ressenti ce matin-là. Plusieurs séismes. Une série de secousses provenant de toutes les directions simultanément, sans direction précise et sans atteindre un pic unique. La terre tremblait, comme si elle était vivante, car quelque chose de vivant en dessous était en train de mourir. Thésée le sentit au sommet de la colline. Le sol sous ses pieds ne tremblait pas simplement. Il ondulait, comme la surface de l'eau qui heurte le fond d'un navire. Il vit l'herbe sur la pente onduler, non pas sous l'effet du vent, mais sous l'effet du mouvement du sol lui-même. Il a constaté comment les murs de pierre sèche des vignobles s'effondraient sans raison apparente, car les pierres qui les composaient vibraient à des fréquences différentes et perdaient le contact les unes avec les autres. À ce moment-là, le palais de Knossos s'enfonçait déjà. Thésée observa ce phénomène à une distance d'environ 800 coudées. L'affaissement était lent et uniforme sur tout le périmètre, sans inclinaison apparente d'un côté ou de l'autre. Cela signifiait que l'affaissement ne se produisait pas en un seul point sous les fondations, mais simultanément sur toute la zone du réseau de tunnels sous la plateforme du palais. Les colonnes soutenant le portique extérieur s'effondrèrent dans l'ordre où elles se dressaient, de gauche à droite, à plusieurs minutes d'intervalle. On aurait dit que quelqu'un les retirait méthodiquement une à une. Lorsque la dernière colonne extérieure s'enfonça sous le niveau de la cour, le palais cessa d'être un palais. Il devint un gouffre. L'eau qui arriva avec la première vague le remplit en quelques minutes. Seules les parties supérieures des parois internes les plus hautes émergeaient de l'eau, disparaissant rapidement lorsque le niveau de l'eau dans la fosse s'égalisait à celui de la mer qui avançait du côté du port. Les convulsions de la créature sous la surface se poursuivaient. Le prêtre du versant oriental les consigna dans ses tablettes comme une série de secousses survenant à intervalles réguliers. Ces intervalles s'allongeaient progressivement. Cela correspond à la façon dont toute activité biologique diminue lorsque les ressources énergétiques du corps sont épuisées. D'abord fréquemment, puis moins fréquemment, puis très rarement, puis plus du tout. Les secousses sont de moins en moins fréquentes. Entre les deux dernières, j'ai réussi à écrire 3 signes. Il est toujours vivant. Il bat encore. Mais sous l'eau maintenant. Ceci est la dernière entrée de la série avant la liste finale des noms. Le prêtre l'écrivit alors que l'eau avait déjà atteint le bas de la pente où se dressait le bâtiment administratif. Il pouvait entendre les convulsions à travers les fondations du bâtiment, à travers la pierre sous ses pieds. Il les a consignés en simple observateur, car c'était tout ce qu'il savait faire. La dernière secousse, enregistrée dans les carottes de sédiments marins, fut la plus forte de toute la série. Il est arrivé après le plus long intervalle. Les géologues interprètent cela comme un schéma typique de réplique sismique, où le substratum rocheux, ayant trouvé un nouvel équilibre après l'événement principal, donne une réponse finale lors de la redistribution finale des contraintes. D'un point de vue mécanique, c'est l'interprétation correcte. Elle décrit ce qui s'est passé physiquement. Mais physiquement, voici ce qui s'est passé. La créature, agonisant sous plusieurs centaines de tonnes de roches et d'eau montante, a projeté tout son corps contre les parois de ces tunnels pour la dernière fois. Dans le même temps, à partir des dernières ressources, avec une force telle qu'elle serait impossible dans un état normal, car les organismes vivants en proie à l'agonie dépassent parfois leur capacité physique normale, en raison de la consommation complète des ressources restantes, sans conserver de réserve pour la récupération. L'impact a traversé la roche de l'île du centre jusqu'à sa périphérie. Il a atteint les fonds marins autour de la crête et a créé une vague qui s'est propagée simultanément dans toutes les directions. Cette vague était la seconde. Elle était plus haute que la première. Le prêtre, posté sur le versant est, en perçut l'approche au bruit. Le grondement d'une vague d'une telle hauteur s'entend bien à l'avance sur une plage dégagée. Il parvint à noter la dernière liste de noms. 18 noms sans explication. Le 18e nom était tronqué. La civilisation minoenne a disparu des archives historiques vers 1400 avant Jésus-Christ. Elle ne s'est pas affaiblie, elle ne s'est pas transformée, elle n'a pas été absorbée.
Elle s'est simplement évanouie. Palais, flotte, appareils administratifs, écriture, réseaux commerciaux. Tout cela a cessé d'exister en l'espace d'une ou 2 générations, selon les estimations des archéologues. La science officielle propose plusieurs explications concurrentes. Aucune n'est définitive. Aucune n'explique la simultanéité et la totalité de l'effondrement. La salle inondée située sous l'aile de Knossos a été mise au jour par des fouilleurs illégaux en 2024. Ils recherchaient des poteries et des objets en bronze. Ils ont trouvé des tablettes. Les tablettes furent vendues par l'intermédiaire d'intermédiaires à un groupe de recherche spécialisé dans la traduction automatique d'écritures anciennes. Ce groupe diffusa ensuite les résultats de la traduction à plusieurs destinataires. La plupart des destinataires n'ont pas répondu. Ceux qui ont répondu l'ont fait de manière informelle. J'ai reçu le virement par l'intermédiaire d'un tiers, sans aucun document ni mention de la source. C'est une pratique courante pour ce genre de document. Lorsqu'un document devient problématique en raison de son contenu officiel, il commence à circuler par des voies non officielles, changeant de main jusqu'à atterrir entre celles de quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire et qui n'a d'autre choix que de l'étudier. Les tablettes décrivent un système qui fonctionnait. Il est important de bien le comprendre. Les prêtres de Knossos n'étaient ni des fous, ni des monstres au sens habituel du terme. Il s'agissait d'administrateurs confrontés à un problème d'ingénierie et qui l'ont résolu en utilisant des méthodes d'ingénierie. Le problème était le suivant. Une créature vivait sous l'île et la détruirait si elle n'était pas nourrie. La solution consistait à nourrir la population à moindre coût grâce à des ressources extérieures. Ce système a fonctionné pendant plusieurs générations. Elle fut documentée, optimisée et transmise de génération en génération au sein du clergé. Elle cessa de fonctionner dès l'instant où elle intégra un élément que le système n'avait pas prévu. Pas un héros au sens mythologique du terme. Un homme qui, dans l'obscurité, sans armes et sans information, a passé plusieurs heures à prendre des décisions en se basant sur ce qu'il pouvait observer directement. Un fil conducteur, des pierres, une colonne, c'est tout ce qu'il avait. Cela lui suffisait. Le mythe grec de Thésée et du Minotaure a conservé ces éléments essentiels avec une précision qui ne saurait être fortuite. Le labyrinthe existe. Le Minotaure existe. Le fil existe. La victoire existe. Ce que le mythe n'a pas conservé, l'échelle. Il n'y a qu'un seul Minotaure dans le mythe, et il meurt par l'épée. La créature des tablettes en est une, mais elle meurt au pied de la montagne. Et avec elle disparaît l'île qu'elle a tenue en otage de l'intérieur pendant des millénaires. Les plans architecturaux des niveaux inférieurs de Knossos, découverts en même temps que les tablettes, furent transmis aux autorités grecques par les mêmes canaux non officiels que ceux par lesquels les tablettes elles-mêmes circulaient. Il n'y a pas eu de réponse officielle. Cependant, en 2025, le ministère grec de la Culture a fermé les niveaux inférieurs du palais de Knossos au public, invoquant des préoccupations concernant la préservation du monument. D'après mes informations, les travaux de restauration invoqués pour justifier la fermeture n'ont pas encore débuté à l'heure où j'écris ces lignes. Les niveaux inférieurs sont fermés. J'ignore ce qu'ils recherchent exactement actuellement, ni ce qu'ils veulent empêcher que d'autres découvrent. Aucune donnée géologique publique n'est disponible concernant l'état du réseau de tunnels sous l'île. Une demande visant à consulter les résultats d'une étude géologique de la côte nord de la Crète, menée en 2023 par une expédition conjointe gréco-allemande, a été rejetée, au motif que les données ne sont pas destinées à être divulguées au public, dans l'intérêt de la recherche en cours. Le réseau de tunnels sous la Crète n'a pas disparu. Il est rempli d'eau et de débris rocheux accumulés pendant plus de 3500 ans. Les dépôts solidifiés sur les parois des tunnels sont plus résistants que le calcaire environnant. Elle a subsisté. Cela signifie que sous la Crète moderne se trouve un vaste réseau de cavités renforcées, s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, dont certaines restent vides. Les îles présentant ce type de structure souterraine ont un comportement prévisible dans certaines conditions. Les sismologues le savent. C'est ce qu'on appelle l'amplification par résonance. Les cavités situées sous la surface amplifient de nombreuses fois les ondes sismiques lorsqu'elles les traversent. La Crète demeure l'une des zones les plus actives sismiquement en Méditerranée.
Des centaines de secousses y sont enregistrées chaque année, la plupart de faible magnitude. Des événements majeurs se produisent plusieurs fois par décennie. Les géologues attribuent ce phénomène à la situation géographique de l'île, à la jonction des plaques tectoniques africaines et eurasiennes. C'est l'explication correcte. Il décrit le mécanisme. Cela n'explique pas pourquoi, dans une analyse à long terme des données sismiques de Crète sur les 100 dernières années, les épicentres d'une partie importante des secousses locales sont regroupés le long de lignes qui, superposées à une carte reconstituée du réseau de tunnels, coïncident avec celle-ci avec une précision supérieure à celle statistiquement acceptable pour une coïncidence aléatoire. Cette analyse a été réalisée dans le cadre du travail sur les tablettes traduites. Elle n'a pas été publiée. Elle est conservée dans les mêmes fichiers que la traduction. La créature est morte. C'est la seule conclusion que l'on puisse tirer avec certitude des données disponibles. Elle périt dans un glissement de terrain, vers 1500 avant Jésus-Christ, et son agonie anéantit la civilisation qui avait bâti un palais sur elle. La créature est morte. Les tunnels subsistent. Les tunnels sont toujours là, vides, et ils descendent à une profondeur que les équipements modernes n'ont pas encore mesurée, car l'autorisation d'effectuer de telles mesures n'a pas été délivrée. Les prêtres, qui avaient observé ces coups d'en bas pendant 40 ans avant de comprendre ce qui les provoquait exactement, utilisaient un signe composé pour désigner ce phénomène, signifiant « coup de profondeur ». Pendant 40 ans, ils ont cru que c'était dû à la tectonique des plaques. Puis, ils ont réalisé qu'ils avaient tort. Les sismologues modernes enregistrent des secousses de faible magnitude inexpliquées dans la région de Crète, dont les épicentres sont situés à des profondeurs qui ne correspondent pas aux structures tectoniques connues. Ces secousses ne présentent ni amplitude ni variation, et elles ne se déplacent pas. Elles proviennent des mêmes points d'observation depuis des décennies, de façon uniforme, à intervalles réguliers. La science officielle qualifie cette activité sismique résiduelle de faille relique. Il s'agit d'une classification standard pour les phénomènes qui correspondent à des catégories connues par leur forme, mais pas par leur contenu. Les tablettes sont conservées dans un lieu que je ne mentionnerai pas. Les schémas y sont également conservés. L'analyse des données sismiques y est également stockée. J'en ai confié des copies à 3 personnes qui savent quoi en faire si je cesse de donner des nouvelles. Le prêtre, sur le versant est, écrivit ces dernières paroles alors qu'on entendait déjà le bruit de l'eau. Il nota 18 noms de personnes qu'il souhaitait préserver. Le 18e nom demeura inachevé. Je ne sais pas si c'était son vrai nom.